Vous savez, on ferme les yeux, on pense à la République. Grande supériorité du cinéma sur les autres arts, à mon avis, c'est qu'on peut montrer de la beauté involontaire. Thank you so much to the Hollywood Reporter. It's an absolute honour to be here today in full fucking glam at 8 a.m. on a Thursday morning. Elle est super, hein? La distinzione che io faccio tra cinema di prosa e cinema di poesia non è una distinzione di valore, è una distinzione puramente tecnica. And the Oscar goes to... J'adore rire. Et on est bien avec elle. Vas-y, Jean-Pierre. Moteur! Allons-y. Moteur! Bienvenue dans Ça ne ramènera pas François Truffaut, podcast de cinéma dans lequel moi-même, Samuel, cinéphile, discute de films qui ont suscité mon intérêt avec des amis. Donc podcast dans lequel on spoil allègrement. Je vous conseille d'avoir vu les films avant d'écouter l'épisode. Et pour l'épisode de cette semaine, je reçois mon amie Esilda. Bonjour Esilda. Bonjour Samuel. Alors donc, nous parlons de L'Avenue de l'avenir de Cédric Klapisch. Ça ne ramènera pas François Truffaut, c'est le cas de le dire, puisque le film de cette semaine tente de vainement convoquer le cinéaste de la nouvelle vague, mais il y arrive plus ou moins. Alors, le point de départ du film, c'est une trentaine de personnes issues de la même famille, mais qui ne le savaient pas, et elles apprennent qu'elles vont recevoir en héritage une maison abandonnée et le terrain attenant en Normandie, qui intéresse la mairie locale pour y construire une zone commerciale. 4 d'entre eux, Seb, Guy, Céline et Abdel, sont chargés d'en faire l'état des lieux. Ils vont y découvrir des trésors cachés et partir sur les traces de leur ancêtre commune, une mystérieuse Adèle, jouée par Suzanne Lindon, qui a quitté sa campagne en 1895 pour retrouver sa mère qu'elle n'a pas connue à Paris. Donc le film alterne moment présent en suivant les recherches, les questionnements existentiels et nostalgiques de nos 4 personnages, en se focalisant un peu plus sur le personnage de Seb, joué par Abraham Wapler, remplaçant probable de François Civil et énième jeune avatar de Klapisch après Romain Duris et François Civil que je citais à l'instant. Donc comme je disais, le film alterne donc ces séquences contemporaines et des séquences dans le Paris de la Belle Époque où on suit la jeune et naïve Adèle qui découvre la capitale. Donc concernant le reste du casting, on retrouve Zinedine Soualem, fidèle compagnon de Klapisch, Vincent Macaigne, Julia Piaton, Paul Kircher, Vassili Schneider, Sarah Giraudot, Cécile de France, une apparition de la chanteuse Pomme et même François Berléand en Victor Hugo, plus ou moins convaincant. Donc on a encore un film choral pour Cédric Klapisch, ce n'est pas son premier et certainement pas son dernier. On rappelle qu'il est l'auteur de la trilogie L'Auberge espagnole, Les poupées russes et Casse-tête chinois, de la série 10%, et on l'avait quitté en 2022 avec Encore, qui a cumulé un box-office de plus de 1 300 000 spectateurs. Alors sur Wikipédia, on présente le film comme une comédie policière. Je ne vois pas très bien où est le côté policier, ni encore moins le côté comédie non plus. Le film est sorti le 22 mai dernier. Il est encore visible en salle à l'heure où sort cet épisode. Et il a été présenté en hors compétition au dernier festival de Cannes. Eh bien, commençons la discussion. Isilda, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Eh bien Samuel, discussion peut-être houleuse, puisque je ressens une certaine réserve de ton côté. Et, oui, moi j'ai des tas de réserves sur le film, on y reviendra. En effet. Et de mon côté, j'en suis sortie assez ravie. En effet, donc tu as cité la trilogie assez connue, donc Le Péril jeune, Les poupées russes, Casse-tête chinois. Cédric Klapisch, c'est un réalisateur que j'apprécie énormément. Énormément? Mais oui, moi j'ai de la oui, sympathie plutôt. pour Klapisch, mais je ne dirais pas que je l'apprécie énormément. Si, en fait, c'est toujours un véritable plaisir, je trouve, d'aller voir son cinéma. Et j'en suis sortie, en effet, on va probablement y revenir. On n'est pas dans un film grandiose et on est loin du Péril jeune, même de Casse-tête chinois, où tu as cité la série 10%, en effet, voilà. Mais j'ai trouvé ce film d'une simplicité touchante. D'une forme de naïveté également, mais qu'on retrouve, je trouve, pas mal dans les films de Klapisch. Ah ouais, tu vois, pour moi, c'est la mièvrerie qui dégouline de bons sentiments, hein, ce que tu appelles simplicité. Ah oui, oui, ça m'a... Enfin, pardon, je vais citer la phrase conclusive du film quand même, qui est dite par Seb. Je regardais devant, mais ça m'a fait du bien de regarder derrière. Oui, bien sûr, mais on est vraiment je comprends, c'est l'aspect mièvre qui peut en ressortir.
J'y suis allée vraiment avec un regard, voilà, très simple. Par exemple, tout à l'heure, t'as dit que l'humour, donc l'aspect policier, je retourne un petit peu. L'aspect policier, je comprends pas du tout. En effet, je sais pas où tu as vu Pour moi, l'intrigue policière, ça. entre guillemets, c'est... Alors, je reprends ce que disait Oui, Wikipédia, mais je pense que l'intrigue policière, entre guillemets, c'est la recherche du tableau, en fait. D'où vient ce tableau? Il y a un élément d'intrigue à ce moment-là. oui, elle apparaît un peu au milieu, mais moi j'ai plutôt vu ça comme à la limite une comédie familiale en Mhm. l'occurrence. Et je trouve par contre que l'humour, il est très égrené, assez Mhm. ponctuel, mais d'une spontanéité qui, moi, a beaucoup fonctionné. Cécile de France, on est une espèce de bourgeoise conservatrice du patrimoine à Orsay, j'ai Oui. l'impression, ou quelque chose comme ça. Oui, alors juste pour un peu expliquer, donc je disais qu'il découvre cette maison de Normandie dans laquelle il y a des trésors, donc des photographies, donc notamment un Mhm. tableau. Il se demande d'où vient le tableau et à un Voilà. moment, tu as un des personnages qui va retrouver une de ses anciennes élèves qui est devenue conservatrice à Orsay, jouée par Cécile de France. Donc alors toi, ça t'a fait, j'aime bien Cécile de France, mais moi je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il avait choisi de caractériser un conservateur de musée avec comme ça cet accent du 16e. J'ai trouvé ça un peu, Mhm. c'est un peu too much en fait. Eh bien, pour fréquenter pas mal, je me permets, le milieu de l'histoire de l'art, au final, je ne trouve pas ça si Caricatural que ça. caricatural que ça. Mm. Bon, très poussé quand même, hein, il faut pas non plus, voilà, mais je trouve elle le porte très bien. Elle n'est pas dans beaucoup de scènes, on la voit pas aussi souvent que les quatre personnages principaux dans la réalité, enfin dans notre période, dans la période contemporaine. Oui. Mhm. On la voit légèrement moins, mais je trouve que c'est vrai que là, ce personnage, bon, j'en parle par rapport aussi à l'humour qu'on retrouve ponctuellement dans d'autres scènes. Et pour revenir un peu aussi sur donc l'espèce de retour vers la période historique, donc fin La Belle la Époque. belle époque, Mhm. voilà, belle époque, je sais Bah, c'est la Belle Époque. J'ai vérifié, hein. complètement Normalement, belle époque, donc c'est la belle. début On est en plein Belle Époque. 1900, Voilà. ok, On d'accord. est même en 1895 puisque à la fin, un Oui, des personnages va voir les la Lumières, première projection des Frères Lumière. en effet. Et j'avoue avoir moins apprécié cette partie-là, justement, par rapport à la période contemporaine avec les quatre personnages. Donc, j'ai déjà cité Cécile de France, McCain, qui joue un espèce d'apiculteur. Oui, Euh, anti-mondialiste, enfin exactement. altermondialiste, Voilà. anticapitaliste. Et le parallèle était intéressant, mais j'étais plus portée vers cette période-là contemporaine. Hmm. Par rapport un peu, enfin vraiment à la réception qu'ils ont aussi de l'histoire de cette jeune femme qui est leur descendante, leur Mhm. descendante. Et voilà. Donc je ne sais pas toi ce qui t'a. Ouais, alors moi, pour prolonger un peu sur les deux époques qui sont dans le film, je suis assez tolérant sur la partie Belle Époque. Je trouve sa reconstitution, alors, pas inintéressante. En fait, j'ai bien aimé notamment le travail sur la photographie, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais les couleurs sont très baveuses. Oui. Voilà, un peu pour reproduire la photo de l'époque, enfin, la photo utilisée pour les premiers films cinématographiques. Bon, après, il y a quand même une série d'images d'Épinal, de Paris. J'ai trouvé ça quand même un peu clicheton. Et dans cette période-là, moi, la seule chose qui m'intéresse, bon, mis à part ce gentil travail sur la photographie, bah, j'aime bien la scène où, alors c'est une des dernières scènes du film, ils sont à Montmartre et de loin, ils voient l'avenue de l'Opéra qui, pour la première fois, est éclairée par l'électricité. Oui. Je ne sais pas à quel point c'est un fait historique avéré ou pas, mais j'ai trouvé ça assez touchant, cette scène où on a des personnages donc, du passé qui découvrent en fait la modernité. C'est ce qui m'a touché dans cette période-là. Après, moi, dans la partie Belle Époque, et là, c'est un de mes principaux, j'allais dire reproches. Bon, bref, comme je dis souvent, on n'est pas là pour distribuer les bons et les mauvais points au film, mais c'est cette espèce de convocation des figures historiques, Ah. Victor Hugo, Claude Monet, Nadar, enfin. Oh, moi, à la fin, j'ai rarement vu un film qui m'a fait autant détester un peintre pour être très intéressant. Je trouve qu'il y a un peu un côté Muppet Show. Et parce qu'en gros, Oui. voilà, comme je disais, pour reprendre un peu les éléments de l'intrigue et expliquer
aux auditeurs et aux auditrices. Donc, il y a un tableau, ils essayent de savoir qui a peint ce tableau. Et évidemment, c'est Claude Monet. Donc, voilà, Claude Monet qui se révèle être l'ancêtre de cette trentaine de personnes. Donc, voilà, enfin, j'ai trouvé ça, j'allais dire bête. Le mot est un peu sévère, mais vraiment, il y a un côté, comme je disais, Muppet Show, quoi, à convoquer ces figures historiques. Je crois que ça aurait été plus intéressant que les artistes soient inconnus. Ah oui, alors un peu à l'inverse. Donc bon, ok, en effet, je comprends ce côté Muppet Show, mais moi j'ai vraiment trouvé un véritable plaisir ludique Ok. à reconnaître ou deviner ou voir aussi ces personnages. Donc il y a une fameuse scène où ils sont dans un restaurant. Donc là, on est dans la période de la Belle Époque. Mhm. Ils sont dans un restaurant et ils rencontrent donc pour la première fois Félix. Donc on sait après qu'il s'agit de Monsieur Nadar, célèbre photographe à l'époque. Et dans ce restaurant, on a simplement que son nom, Félix. Et donc là, c'est vrai que j'ai eu un petit plaisir, connaissant aussi un peu cette période, hein, je l'admets, de reconnaître un peu ces figures, voilà, Sisley, Monet, Félix Nadar, enfin voilà. Vraiment, ça reste quand même très ludique. Et je pense que tu as plus saisi que moi le second degré du film, en fait. Tout à fait. Alors Ouais. que moi, Pardon. alors pour moi, le film est quand même très premier degré, notamment par sa naïveté et ses personnages Mais je naïfs. pense que c'est très voulu. Enfin, il y a ce côté où il faut, je pense, se reculer par rapport, enfin, prendre du recul, pardon, par rapport à cette naïveté un peu bébête. Parce que c'est vrai que je te cache pas que parfois, il y a eu des moments qui, pour moi, ont été un peu gênants, notamment par la simplicité de certaines définitions de l'impressionnisme ou de certaines répliques. Parfois, il y a certains éléments un peu gênants, mais qui, pour moi, sont plus dans la période contemporaine par rapport à la vision qu'ils ont de cette période historique, plutôt que dans la période pleine et entière historique de la Belle Époque et de toute l'histoire qui s'y passe, qui pour moi oui, elle a une dimension assez ludique qui vient vraiment à son apogée au fameux moment où il y a une scène que je trouve là hilarante, où en fait les quatre descendants plus Cécile de France sont dans la maison, Attends, la prennent scène de drogue. voilà, Oh là là. prennent de la drogue, et il y a un des personnages, donc le jeune homme interprété Seb. par Seb, L'acteur Seb, s'appelle oui, Abraham Wapler. par Abraham Wapler, qui a une espèce de vision d'un salon officiel. Donc à l'époque, c'est là où on exposait des tableaux, voilà, et où il rencontre une multitude de personnages, dont Victor Hugo, joué par François Berléand. Et encore une fois, on est vraiment dans... Je comprends le terme de Muppet Show, mais vraiment la célèbre photographie avec l'ensemble des peintres. Donc il y a Sisley, Monet également qui intervient. Vraiment, j'ai trouvé ça assez amusant, et cette scène un peu de Voyage dans le chaman, temps. de voyage dans le temps, par, mais suscité par un espèce de rite boisson, chamanique et de, ouais. de drogue qui vient d'Amérique du Sud. Exactement. J'ai oublié le nom, mais voilà. ok. Surtout après, encore une fois, je reviens sur Cécile de France qui a un espèce de gros down, des suites de la drogue. Ah oui, elle fait un blackout. Elle fait un blackout. Oui. Et voilà, j'ai trouvé à la fois amusante, à la fois par l'aspect, voilà, revenir sur ces personnages historiques, et aussi sur voilà la scène qui est quand même assez joyeuse, quoi. Alors moi, la scène, je la trouve très inspirée de l'humour de Woody Allen, en fait. Oui. Et je trouve que c'est un peu un des problèmes du film, c'est que j'ai l'impression comme ça qu'il pioche un peu à droite à gauche chez différents cinéastes des références, des inspirations, etc. Donc cette scène très inspirée par Woody Allen, moi ça m'a pas vraiment fait rire, honnêtement. On citait François Truffaut au début, parce que dans la partie Belle Époque, le personnage de Adèle, joué par Suzanne Lindon, rencontre deux jeunes garçons. On a donc un trio, une fille, deux garçons, comme dans Jules et Jim. Il y a aussi des scènes où ils s'écrivent des lettres. On connaît l'importance de l'écriture et de la rédaction des lettres
dans le cinéma de François Truffaut. C'est Et une référence à Adèle H aussi. oui, Je sais voilà, pas par si. exemple, c'est le film où la dimension épistolaire est la plus importante. Mm. Et puis, dernier cinéaste convoqué, mais alors là, dans ce qu'il y a de plus mauvais, moi vraiment ce parallèle historique entre la période contemporaine et les moments dans le passé, ça m'a fait penser à ce qu'il y avait de plus mauvais chez Claude Lelouch. Des films Ah, comme Les Misérables, Les uns les autres, avec comme ça ce système d'écho entre les destinées des personnages du moment présent et les personnages du moment passé, et cette volonté de faire une espèce de grande fresque historique. Et en fait, cette construction scénaristique entre moment présent et moment passé inspiré par Claude Lelouch, je trouve ça assez ringard comme oui. manière de faire et assez Mm. paradoxal en fait, par rapport à cette image quand même de cinéaste de la jeunesse qu'on accole à Cédric Clapiche. Ben, en effet, mais c'est intéressant ce que tu me dis parce que j'ai lu je ne sais plus, je crois que c'est Télérama qui a qui n'apprécie enfin qui n'a pas trop apprécié le film et qui faisait de Cédric Lapiche une sorte de boomer. Enfin, ce terme revient Mm. souvent dans les critiques de ce film. Alors moi, le côté boomer, je le vois notamment, comment dire, dans ce qu'il nous dit sur le processus créatif en fait et le processus Oui. artistique. Alors, je vais prendre le cas de la trajectoire de Seb, qui commence comme créateur de contenu pour une influenceuse et qui, grâce du coup à ce voyage dans le temps à travers lequel il retrouve une ancêtre et même des ancêtres qui étaient des grands artistes, peu à peu, il va devenir un espèce de vidéaste, photographe. Et donc là où il est vraiment boomer, je trouve, Cédric Clapiche, enfin je comprends que Télérama a utilisé cet adjectif-là, c'est dans cette scène d'ouverture, parce qu'en gros, donc ils sont à l'orangerie, dans la salle où sont exposés les nymphéas, et ils nous montrent donc que les visiteurs, leur rapport en gros à l'œuvre d'art serait biaisé par le téléphone et ne chercherait qu'à faire des selfies. Et j'ai trouvé cette critique un peu facile et j'ai envie de lui répondre, écoute mon coco, les gens ont le rapport à l'œuvre d'art qu'ils veulent et c'est comme ça. Tu vois ce truc, ce passage vous vivez dans une espèce de fausseté, par exemple le personnage de Julia Piaton, ou bien ce personnage de Mhm. Seb, qui lui du coup est créateur de contenu comme je disais, et qui n'est pas un véritable artiste. Et cette espèce de démarche où, grâce à une émotion mélancolique, où ils vont être émus par un passé commun, tout d'un coup, ces personnages vont retrouver leur vérité. Moi, cette trajectoire, ça m'ennuie profondément et je trouve ça inintéressant, en fait. Elle a déjà été traitée et donc il a un regard sur une jeunesse un peu, j'ai l'impression désabusée, chose qu'on a vu aussi avec une série Salade grecque. Moi, j'ai été aussi un peu agacé par cette idée que les retrouvailles d'un ancêtre commun va reforger Oui, le lien social entre ces personnes qui viennent d'horizons très différents. Et moi, je n'en peux plus de ces cinéastes qui cherchent à réparer les liens sociaux qui ont été défaits par le numérique, la crise politique, le Covid, le monde contemporain. Enfin, moi, vraiment, ce cinéma qui veut nous apprendre à faire communauté, pardon, mais on finit sur des scènes publicitaires où on voit des gens rire ensemble et être heureux oui. ensemble. Oui, mais là, je pense qu'il fait aussi le choix d'éviter cette confrontation qui peut être rude. Enfin, c'est vrai que quand je regardais le film, j'étais là, mais c'est inconcevable. Euh, Ces quatre personnes, au bout d'un moment, elles vont enfin, monter les unes sur les autres. Elles vont, voilà, pour des questions d'argent, voilà. Et en fait, on reste encore une fois dans la naïveté. Alors moi, je Vous, dirais, alors mais moi, oui, mais le problème de cette naïveté-là, c'est que j'ai l'impression que ça gomme la violence. Le seul moment où la violence apparaît, c'est quand donc dans le moment présent, alors et du coup moi je trouve que oui, c'est une belle scène dans le film. ouais. C'est dans le moment présent, ils sont dans le train, ils ont récupéré des vieilles lettres Mm, dans mm. la maison en Normandie, ils en lisent et ils tombent sur une lettre d'un des Oui, amants qu'Adèle a eu à Paris, joué par Paul Kircher, qui lui, alors est artiste peintre, mais n'a pas du tout fini comme Claude Monet. Enfin, et la seule œuvre qu'il exécute dans le film, c'est tout simplement une décoration murale d'une boulangerie. Et donc la lettre qu'ils sont en train de lire, écrite par donc le personnage joué par Paul Kircher, qui l'a envoyé à Adèle, il raconte qu'il va monter au front en fait. On est en mm, 1916 et qu'il va partir à la guerre. Et nous, on sait très bien qu'il va mourir au front en fait. oui, ouais, ouais. Mais en fait, j'ai l'impression que cette violence, comme tu dis, enfin là, c'est peut-être en effet un des seuls moments où elle apparaît. Mhm. C'est comme s'il l'a suggéré et je trouve que
là, dans le ton, on va dire, porté par ce film, je trouve qu'il y a, je comprends qu'il n'ait pas envie d'aller plus loin. On en devine cette violence, elle est encore plus touchante. Enfin, moi, enfin, c'est vrai que cette scène dans le train, parce qu'après, une fois qu'il a lu la lettre, donc c'est le professeur joué par Zinedine Soilem. Oui, acteur fétiche Voilà, chez Clapiche. donc il finit la lettre et en fait il s'éloigne, il va probablement dans un autre wagon ou aux toilettes pour probablement pleurer. On devine aussi cet aspect-là qui le touche et là, enfin, je trouve que voilà, cette violence-là, simplement suggérée et devinée, je la trouve assez fine. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, absence de confrontation, de violence, voilà, mais qui est c'est à la fois, pardon, le cas pour la période contemporaine, mais je trouve aussi qu'il fait le choix de la mettre, cette non-violence dans la période de la Belle Époque également, parce que, Oui, en fait, la jeune femme, donc, jouée par Suzanne Lindon, Adèle, elle est tout de suite confrontée, donc elle est normande, elle arrive à Paris pour retrouver sa mère, et elle est tout de suite confrontée à une forme de violence qui est là, voilà, elle se rend compte que sa mère est une prostituée qui travaille dans une maison close, et donc c'est dur, enfin cette confrontation-là, voilà. Mais en fait, il l'adoucit par la rencontre ensuite avec les deux personnages donc, qui vont amener au trio amoureux pardon, en quelque sorte. Et voilà, donc c'est la douceur, elle est dans les deux pendants. Là, on a l'impression, moi j'avais un peu la sensation aussi que ça se trouve la période historique, elle est un peu plus rude parce que bon, on a cette vision aussi, bon, le statut de la femme aussi qui pourrait être mise en avant, voilà, et qui est, je trouve aussi mise en avant, mais il y a voilà ce choix, je trouve, de temporiser des deux côtés et voilà, c'est un point de vue, on n'y adhère pas forcément, mais que je trouve intéressant par rapport au ton qu'il a choisi de mener et qui est même aussi poussé, et je rajouterais je sais pas si tu l'as remarqué et tout, mais je trouve que Clapiche a un choix de bande son, enfin, les choix de musique sont très intéressants et donc notamment, donc moi je pense à la fin, notamment dans le générique aussi, mais donc le final plus le générique où il choisit de mettre une musique de Compromat, enfin interprétée par Compromat, un peu électro, qui est une musique de Vitalik et de Rebecca Warrior. Et Compromat je connaissais, mais il a toujours un choix aussi de mettre des musiques actuelles au sein de ses films qui accentue, je trouve aussi l'effet un peu joyeux et voilà qui se dégage du film. Je sais pas si t'as noté non, pas du tout. J'ai absolument pas été sensible à la musique. C'est peut-être un cinéma de vieux, mais il intègre aussi, et je pense qu'il est assez au courant, je trouve, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses Pour prolonger ce que tu dis, donc ce fait de choisir la jeune création contemporaine, notamment dans la musique, enfin, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis. Moi, je lirais ça aussi au casting. J'aimerais quand même qu'on aborde ce casting peuplé de filles et fils d'eux. Alors, je vais faire la liste parce que je peux pas m'en empêcher. Donc, on a Suzanne Lindon, fille de Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin. Vassili Schneider, qui fait partie de la fratrie Schneider, le frère le plus connu étant Nils Schneider. Paul Kircher, fils d'Irène Jacob, Julia Piaton, fille de Charles de Turckheim, et j'ai fait mes petites recherches, Abraham Wapler est le fils de Valérie Benguigui, en fait. Oui. Donc lui aussi est un fils de, c'est pas seulement un ersatz de François Civil. Et c'est quand même très paradoxal d'avoir autant d'héritiers dans un film qui parle de l'héritage. Donc je sais pas, qu'est-ce que tu penses de... Alors, il faut juste dire une chose, il n'en fait rien du tout, moi j'ai l'impression. Oui. Voilà, c'est pas du tout un sujet dans le film, c'est pas travaillé par le film. Là, je ne peux pas réagir contre toi, enfin contre tes arguments et tout, parce que c'est ça qui, en allant voir le film, m'a mené à des réserves, parce que bon, c'est vrai que bon, une des têtes d'affiche, Suzanne Lindon,
en effet, et je la, enfin, là, dans le rôle, je la trouve pas enfin bon, Elle est correcte. elle est correcte, elle tient la route, mais c'est vrai que, bon, je compare encore avec ses autres films d'avant, mais je sais pas s'il utilisait beaucoup de fils d'eux dans, je sais pas, par exemple, la trilogie, enfin, Non, je crois c'était pas. souvent des nouvelles têtes ou des têtes un petit peu connues mais qu'il reprenait. Et là, c'est vrai que j'avais Suzanne Lindon en tête, qui m'énervait un petit peu parce que je suis pas très adepte des reprises de voilà, je préfère des jeunes talents assez nouveaux. Et c'est vrai que Seb, ça m'étonne et je trouve ça un peu dommage. Et c'est une partie, je trouve, décevante de ces choix-là. Après, bon, en regardant le film, j'ai réussi à en faire abstraction. Et, Oui. enfin, voilà, de mon côté, l'avantage, c'est que ça ne fait pas forcément défaut, comme tu dis. Suzanne Lindon tient la route. Eh bien, merci. Bon, bah, je propose de conclure cet épisode sur cette joyeuse bande d'héritiers qui peuple le film de Cédric Klapisch. À bientôt, Isilda. À bientôt, Samuel.